Et bonjour à tous, Marinette Feuillat, donc en tant que déléguée générale de FIBOA Auvergne-Rhône-Alpes, je voulais donc vous dire un petit mot. Nous nous sommes donc associés à la CARSAT pour ce webinaire parce que la prévention des risques professionnels est un enjeu important dans notre filière bois, notamment pour le secteur de la construction. Et vous verrez au cours de cette présentation que la sinistralité est conséquente, elle impacte le bon fonctionnement des entreprises et le bien-être des salariés. Et je voulais remercier aussi donc la CARSAT qui va intervenir, mais aussi nos adhérents, la Fédération du bâtiment, la CAPEB et SCOP BTP pour leur partenariat et la diffusion de cette information. Voilà, je ne prends pas plus de place et je laisse nos intervenants. Je vais juste, excusez-moi, en termes de règles, si vous pouvez couper vos caméras pour ceux qui n'interviennent pas et vos micros. Et si vous avez des questions, vous les posez dans le chat et puis je vous donnerai la parole ou je les retranscrirai. Merci beaucoup. Donc, on se présente, Frédéric Fayard, ingénieur conseil au service prévention de la CARSAT Rhône-Alpes et basé à l'antenne Haute-Savoie à Annecy. Et François Guine, donc moi je suis contrôleur de sécurité de la CARSAT Rhône-Alpes, basé à Lyon avec un secteur d'intervention principalement Lyon et ouest du Rhône. Donc, à l'occasion de ce webinaire, nous proposons de vous présenter les thématiques suivantes. Donc, un rappel des relais missions de la CARSAT en santé au travail. Ensuite, on se posera la question, pourquoi vous intéressez au risque professionnel? On parlera de la prévention comme démarche d'amélioration et là, on touchera plus à notre programme régional, construction bois. On abordera également des aides financières pour vous accompagner dans vos démarches. On finira par quelques documentations et on laissera place aux questions-réponses. Donc, la CARSAT Rhône-Alpes dépend de la sécurité sociale. Plus de la moitié des salariés de la CARSAT Rhône-Alpes travaillent pour le secteur de la retraite avec des bilans de carrière et l'envoi des pensions de retraite à plus de 1 million de retraités en Rhône-Alpes. Il y a également l'accompagnement social des personnes fragilisées. Et pour cela, il y a des assistantes sociales réparties dans les différentes caisses primaires d'assurance maladie. Et enfin, la gestion des risques professionnels, pour lequel la CARSAT joue le rôle d'assureur du risque accident du travail maladie professionnelle et assure donc les missions de tarification, mais également de prévention. Dans ce cadre, nous engageons les entreprises dans la prévention des risques, c'est notre objectif. Nous ciblons les risques majeurs grâce notamment à nos indicateurs, les remontées de déclaration d'accident du travail et de maladies professionnelles, et donc les statistiques. Et on contribue à coordonner également l'ensemble des acteurs de la prévention. Donc, pour cela, nous avons des programmes pluriannuels. Et pour la période 2019-2022, 13 programmes sont en cours de déploiement, du national et régional, avec notamment des actions dans le domaine du BTP, vers les troubles musculo-squelettiques, les TMS. Et 3 sont plus spécifiques à la filière bois. Donc, c'est bien de le noter. Un programme national risque chimique pro vers différents polluants et notamment les poussières de bois, où nous allons en entreprise faire des diagnostics. Un programme national TPE métier du bois. Le programme TPE concerne 40 métiers différents et les métiers du bois sont particulièrement pilotés par Rhône-Alpes dans l'objectif de développer des outils, Tutoprev par exemple pour l'accueil des nouveaux en entreprise, dans les petites entreprises notamment, et OIRA qui est un document d'aide à l'évaluation des risques. Et enfin, notre programme régional Rhône-Alpes dans le domaine de la construction bois dont on va reparler. Alors, pourquoi vous intéressez au risque professionnel? Eh bien, il y a encore des accidents qui restent graves.
dans la profession. On va voir les statistiques de la filière bois et également rappeler l'impact pour les entreprises en termes de coûts directs et indirects. Quelques exemples d'accidents pour commencer. Écrasement par un panneau. Lors d'une opération de déchargement de panneaux en ossature bois, réalisée sur une route comportant un léger dévers, un salarié se retrouve écrasé par le panneau après avoir libéré le dernier bois de maintien. Donc là, ce type d'accident est représentatif des risques de la profession lors des transferts de matières préfabriquées, lors des chargements, déchargements, avec les problématiques de stabilité de charge, d'élingage, désélingage. C'est un extrait de la base IPCA de l'INRS qui est accessible en ligne au public. Un autre exemple, chute depuis une échelle. Les travaux consistent à réaliser une pièce supplémentaire à ossature bois dans une maison existante au premier étage. En préalable à la pose d'un panneau, le salarié monte sur une échelle adossée à un pignon existant de la construction. L'échelle glisse et la victime se retrouve projetée dans le vide jusqu'au sol du rez-de-chaussée. Donc également assez représentatif de la problématique du BTP en général et de la construction bois en particulier, avec l'utilisation trop souvent d'échelles ou d'escabeaux de fortune. Un autre exemple, explosion dans une menuiserie. Donc vers 17 h, une explosion se produit dans une menuiserie au niveau d'un ventilateur aspirant des résidus de process. L'exploitant arrose avec un robinet d'incendie armé ses installations et contrôle la présence d'éventuels points chauds avec un pistolet thermique. Les résidus de fibres mouillées alourdissent une canalisation et l'endommagent. Donc là, on traite de la problématique aussi qui existe dans les ateliers de menuiserie et de charpente, c'est-à-dire les risques liés aux poussières de bois, de mise en suspension, avec la possibilité d'incendie, voire d'explosion. Et d'endommagement, voire de destruction d'établissements ou d'ateliers. Venons maintenant à traiter de la sinistralité dans la filière bois. Alors là, ce sont les statistiques Rhône-Alpes de 2017. Particulièrement donc dans la filière bois, on parle de scierie, d'emballage, de menuiserie, charpente, ameublement, agencement. L'indicateur qui a été choisi, c'est l'indice de fréquence, le nombre d'accidents du travail avec arrêt pour 1000 salariés. Et quand on compare donc la filière bois à tout secteur confondu, on voit que dans tout secteur confondu, on a un indice de fréquence à 38. Dans le BTP, de manière générale, il est à 62. Et si on fait un zoom sur la filière bois, on est déjà à 84. Si on regarde de manière encore plus précise, dans le travail du bois, c'est-à-dire scierie, menuiserie, ébénisterie, on est autour de 80 en indice de fréquence. Dans l'ameublement, on est un peu plus faible, mais dans la construction bois, on est autour d'un indice de fréquence de 95, qui correspond à 2,5 fois la moyenne nationale. Ce qu'il faut retenir dans la construction bois, eh bien, c'est qu'il y a un salarié sur 10 qui est touché par un accident du travail avec arrêt par an et qui entraîne 63 jours d'arrêt par an en moyenne. Donc, on voit bien l'incidence déjà du coût direct sur le taux de cotisation de l'entreprise et un coût indirect en termes de désorganisation, de besoin de remplacement de personnel quand c'est possible, quand on en trouve, et de formation des nouveaux. Un zoom sur les causes d'accidents du travail. En Rhône-Alpes, il y a 2170 accidents du travail recensés en 2017 dans la filière. Et particulièrement, on voit que pour la construction bois, la moitié des accidents concernent la manutention manuelle, 19% l'outillage à main, 15% les chutes de hauteur et 11% les chutes de plein pied, avec le risque machine 4%. Donc là, on a zoomé uniquement sur la construction bois. En ce qui concerne les maladies professionnelles reconnues, on a donné juste le chiffre, les données nationales. Au niveau national, il y a
1121 maladies professionnelles reconnues en 2019. Maladies professionnelles, un premier règlement, comme on dit. Et on voit qu'à 92%, ça concerne les troubles musculo-squelettiques, donc en lien avec des activités manuelles, port de charge, gestes répétitifs, posture contraignante, etc. Bon, il ne faut pas oublier les surdités, hein, en lien avec le bruit, les affections liées aux poussières de bois, dont notamment des cancers de l'ethmoïde, ainsi que l'amiante. Et puis hors tableau, ça concerne notamment les risques psychosociaux et quelques risques chimiques. Donc, si on parle un petit peu de principe de tarification du risque professionnel, je vais vous exposer les grands principes sans rentrer trop dans le détail, mais bon, c'est important d'avoir un petit peu ça à l'esprit parce que quand on parle de performance économique des entreprises, le taux de cotisation AT-MP, donc accident du travail, maladie professionnelle, a bien sûr un impact et qui est, je vous montrerai la diapo d'après, assez fort dans tout ce qui est construction bois. Donc, le taux accident du AT-MP, c'est donc un pourcentage qui est pris sur la masse salariale. On distingue trois types de taux différents, ou trois modes de calcul différents, qui sont d'abord le taux collectif. Donc, il s'agit là d'un principe de mutualisation du risque pour les entreprises de moins de 20 salariés, de manière à ce qu'un accident grave ou une maladie professionnelle avec un impact lourd ne vienne pas remettre en péril directement la structure. À l'opposé, pour les structures qui ont un effectif supérieur à 149 salariés, on est en taux individuel. Donc, on estime par là que l'entreprise a les reins assez solides, on va dire, pour assumer pleinement sa sinistralité d'un point de vue économique. Voilà. Et entre les deux, donc entre 20 et 149 salariés, on est sur un principe mixte. Donc, on part du taux collectif et plus l'entreprise tend vers les 149 salariés, plus on va vers un taux individuel sur quelque chose de linéaire. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce taux est basé sur 3 années glissantes et que par conséquent, un accident grave qui va avoir un fort impact sur le taux de tarification de l'entreprise aura un effet sur 3 années successives. Voilà. Ce principe de calcul repose aussi sur la somme du coût de la sinistralité. Donc, il y a un principe de forfaitisation, ça faut le savoir. Donc, par exemple, un accident du travail sans arrêt ou inférieur à 3 jours d'arrêt va être facturé grosso modo entre 425 et 499 € à l'entreprise. Un accident du travail supérieur à 150 jours d'arrêt aura environ un coût de 35 000 €. Et un accident de travail de 63 jours d'arrêt, qui est l'accident typique dans la construction bois, tel que vous l'a expliqué Frédéric Fayard, va coûter 5 200 €. Ici, vous retrouvez quelques exemples de taux de cotisation pour se faire une bonne représentation de l'impact que ça peut avoir. Donc, le premier qui concerne les salariés qui occupent des fonctions support de nature administrative dans les entreprises du BTP, qui est de 0,9% de la masse salariale. Donc 0,9%, bon, il y a peu de risques dans cette activité-là, donc on est sur un taux qui est assez plancher, on va dire. Une entreprise qui travaillera dans la menuiserie, charpente et panneaux à base de bois et commerce et menuiserie et panneaux sera à 4,2%. Donc c'est un peu plus conséquent. Si on va sur la menuiserie extérieure, on arrive à 6,4%. Dans les scieries, 7,5%, et dans les travaux de couverture de charpente en bois et d'étanchéité, on a 9,7% de la masse salariale. Là, on parle bien sûr de coûts directs. Il faut savoir qu'en général, différentes études ont pu avoir lieu sur le sujet. On estime que les coûts indirects liés à cette sinistralité peuvent varier de 4 à 9 fois les coûts directs. On entend par là, dans les coûts indirects, les frais d'enquête, de gestion administrative, de maintien de salaire, de dépenses pour remplacer le salarié, gérer les arrêts de production ou encore les dégâts matériels. Tout cela explique pourquoi nous sommes allés sur la construction bois au travers un programme régional que je vais vous présenter rapidement en revenant après sur des constats qu'on a pu faire à mi-parcours de notre programme et avec des exemples de bonnes pratiques.
Notre programme a consisté à accompagner 50 entreprises dans l'activité construction bois réparties sur toute la région Rhône-Alpes. Nous avons d'abord réalisé un état des lieux, donc nous avons contacté et rencontré chacune des entreprises pour regarder un petit peu ce qui se faisait dans 4 domaines, donc à savoir sur l'organisation de la prévention. Donc on entend par là tout ce qui est réalisation du document unique d'évaluation des risques, voir si oui ou non on avait un plan d'action qui était en place, si on avait des vérifications périodiques qui étaient faites, des choses comme ça. Un focus sur l'atelier et sur l'activité de préfabrication. Un point sur la gestion des flux, alors entre le stockage des matières premières et l'atelier, ou encore entre l'atelier et le chantier, ou sur le chantier. Et puis vraiment un focus spécifique chantier. Suite à ces constats, nous avons pu demander, conjointement avec les entreprises qui étaient concernées, la mise en place d'un plan d'action pour améliorer la prévention, on va dire globalement, de l'entreprise. Et puis, nous avons également, ça c'était en cours de déploiement, et puis c'est ce à quoi nous travaillons maintenant, à déployer des actions transversales en direction de la filière bois pour amplifier la culture de sécurité. Donc, si on parle de nos constats à mi-parcours, on va commencer par les ateliers de préfabrication. Donc, ce qu'on a pu constater en point positif, c'est que 90% des vérifications périodiques étaient réalisées, donc avec 80%, dans 80% des cas, des levées de réserve qui étaient effectives. Donc, on parle là des vérifications périodiques des engins de manutention de levage ou, par exemple, des installations électriques. Nous avions des réseaux de captage des poussières de bois qui étaient majoritairement rejetés à l'extérieur, ce qu'on préconise, puisque rejeter à l'intérieur, même si on a le meilleur des systèmes de filtration, c'est pas terrible en termes de pollution. Des aires dédiées au montage et adaptées pour la manutention dans 74% des cas. En revanche, parmi les points à améliorer, on a noté que le captage de l'outillage portatif était insuffisant dans un cas sur 2. Et qu'on avait bien souvent, quand on avait un système de captage, c'était plutôt un aspirateur mobile plutôt qu'un réseau centralisé haute dépression. On a vu qu'on avait des réseaux de captage aux performances qui n'étaient pas contrôlés dans 74% des cas, ou qui ne répondaient pas aux normes ATEX, donc atmosphère explosive, avec des risques d'incendie, voire d'explosion des installations et donc de l'outil de production. On a également vu qu'on avait peu de prise en compte des travaux en hauteur et de l'ergonomie des postes de travail. Enfin, c'était dans un cas sur 2 environ, on avait des problèmes de risque de chute de hauteur. Et toujours, puisque c'était une industrie où on a quand même pas mal de machines à bois, donc un risque machine qui était encore prégnant. Donc, dans les exemples de bonnes pratiques, ce qu'on a pu voir, donc ce sont à chaque fois des exemples de ce qu'on a pu voir en entreprise, suivant le degré de maturité et l'importance de l'entreprise, on n'avait bien sûr pas les mêmes moyens et pas les mêmes exemples, mais bon, c'est ce qu'on a voulu présenter là. Donc ici, on a des exemples de plans de travail avec rouleau à hauteur d'homme pour travailler de manière plus ergonomique les panneaux et faciliter le déplacement dans la chaîne de montage. Un exemple d'atelier qui est très intéressant parce que si on prend un petit peu là, quelques secondes pour détailler l'installation, on se rend compte qu'on a quelque chose qui est parfaitement rangé, qui est absolument propre. Donc on retrouve les éléments d'un système d'aspiration des poussières avec la conduite principale qui est en hauteur. Et puis on a un bras avec un boîtier multi-énergie qui est suspendu au bout, sur lequel on va retrouver tout ce qui est électricité, air comprimé, et puis aspiration haute dépression pour brancher justement tout ce qui est outillage électroportatif. Donc là, on touche bien sur l'ergonomie du poste de travail et puis toujours pareil, on se rend compte que les notions de prévention et de performance sont toujours étroitement liées. On a tout ce qu'il faut sous la main dans de bonnes conditions pour assurer un travail efficace et dans de bonnes conditions. Des systèmes de filtration, de récupération des poussières de bois. Donc, somme toute, on va dire assez classique dans les installations de menuiserie. Ce qu'on a voulu souligner là, c'est qu'on avait 2 exemples d'installations relativement récentes qui étaient tout ce qui est plus propre,
Donc, on n'avait pas de tas de sciure ou de copeaux de bois qui étaient entassés à l'extérieur ou dans un local un peu à ciel ouvert. Donc, on maîtrise vraiment la pollution même extérieure. Donc, on va dire qu'en termes d'image de marque de l'entreprise, c'est intéressant. Et puis, on a vraiment une gestion du déchet qui est mise en place avec une rotation de bennes qui peut être envisagée. Et alors, je ne sais pas si c'est très net pour vous sur la photo en gauche, on a même une prise en compte du risque ATEX avec une mise à la terre des bennes pour mettre tout le réseau, y compris les bennes, sur un même degré d'éco-potentialité. Un autre exemple de bonne pratique, des servantes de stockage. Donc, on a mis deux cas. À gauche, vous retrouvez une gestion des chutes des tôles métalliques qui peuvent servir dans la construction pour éviter de tout jeter dans une benne et d'aller retrier dans la benne derrière pour aller quand on a besoin d'un morceau plus petit. Donc, on restreint vraiment les déchets et puis on gagne du temps pour retrouver ce dont on a besoin par la suite. Tout cela roulant. Et dans le deuxième exemple, sur la droite, on retrouve un peu le même principe, mais pour tout ce qui est outils, donc on a les mèches sur le côté, et puis électroportatifs rangés à l'intérieur, de manière à pouvoir déplacer l'intégralité des matériels dont on peut avoir besoin au poste de travail, sans perdre de temps, et de manière aisée avec un matériel sur roulette. On retrouve là des rouleaux et portiques qui sont destinés à la manutention des panneaux qu'on va venir fabriquer en usine pour en faciliter le déplacement et puis pour permettre dans un second temps de pouvoir travailler sur toute la hauteur de manière convenable. Donc c'est bien sûr à compléter par l'utilisation de plateformes individuelles roulantes légères, des PIRL, pour tout ce qui est travaux en hauteur ou autre. D'ailleurs, on a un exemple, je crois, un peu plus loin d'une utilisation parfaite. Un second exemple pour tout ce qui concerne les postes de garnissage ergonomique. Donc, on retrouve un petit peu notre rail de suspension sur lequel on vient accrocher notre panneau. Et sur la droite, on a des estrades donc avec 3 hauteurs de travail possibles, en définitive, en faisant coulisser le panneau, donc soit de plein pied tout à fait au bout, à une hauteur intermédiaire d'environ 1 mètre en zone intermédiaire, et puis quelque chose comme 1,40 m sur la partie la plus haute, pour vraiment pouvoir offrir aux salariés toutes les positions de travail possibles dans de bonnes conditions ergonomiques. Là, rien de très original non plus, on va dire, mais on a tenu à souligner quand même que le stockage des matières premières était souvent organisé, mais là, on a 2 exemples de bonnes pratiques où on a vraiment, y compris un sol qui a été réalisé en enrobé, avec même une canalisation des eaux de pluie, pour vraiment que les véhicules qui viennent prendre ces matières soient dans les meilleures conditions possibles. Quand on parlait du risque machine, donc on est souvent sur les protecteurs. Un exemple de protecteur qui a montré toute son efficacité donc, sur une dégauchisseuse en l'occurrence. Donc là, il s'agit du protecteur Suvamatic qui permet de protéger les mains et les doigts de l'opérateur vis-à-vis de l'outil tranchant qui se situe juste en dessous et donc qui permet de travailler les pièces de bois à plat ou à champ. Là, un exemple pour finir de gestion des installations électriques de l'atelier avec un travail intéressant qui a été fait par l'entreprise. Donc, vous avez sur la partie droite la photo avant du tableau électrique et la photo après, où on a réorganisé et sécurisé, je dirais, le tableau électrique en remettant bien tous les plastrons, en enlevant tous les câblages un peu qui ont été faits sur place de manière pas vraiment maîtrisée, pour inciter les opérateurs à conserver donc, le tableau dans cet état-là. Et le tout ayant été complété sur la partie gauche par l'installation d'un extincteur avec un système d'extinction automatique en cas de surchauffe ou de début d'incendie dans le tableau électrique, ce qui peut être assez probable comme cause de début d'incendie. Alors, concernant nos constats mi-parcours, toujours, dans le cadre des chantiers cette fois-ci,
Dans les points qu'on a pu noter positifs, c'est les démarches d'analyse des risques réalisées en amont, pour par exemple réfléchir au positionnement de la grue, pour les installations électriques, les moyens d'accès. Même si pour ces deux points-là, dans certains cas, c'est le maître d'ouvrage qui a en charge cette partie. On note également l'utilisation sur beaucoup de chantiers d'échafaudage fixe pour les travaux en hauteur et des salariés qui sont formés à leur montage. Donc c'est une bonne chose, formation des salariés au montage et démontage des échafaudages. Par contre, des points restent à être améliorés, notamment l'installation d'hygiène, les installations d'hygiène qui sont insuffisantes. On en note que dans la moitié des chantiers visités. Des matériels destinés à la réalisation des travaux en hauteur qui sont inadéquats. On voit des échelles, des escabeaux sur beaucoup de chantiers, notamment pour des travaux de petite ou moyenne hauteur, où l'opérateur il doit réaliser des opérations d'assemblage, vissage, utilisation du marteau ou d'une masse, avec des situations d'inconfort, de risque de chute de hauteur. Donc ça agit sur la qualité du travail, sur l'efficacité, le rendement, et bien sûr de très gros risques d'accident pour le salarié. Donc, il faut impérativement évoluer dans ces méthodes-là, dans ces pratiques, en misant tout sur la préparation en amont et en choisissant des matériels adaptés et ergonomiques. Ensuite, on constate que concernant les protections collectives en rive du vide, dans 54% des chantiers, on a les 3/4 des linéaires qui sont équipés de protection, garde-corps, mais 35% des chantiers équipent que la moitié des zones où il y a des risques de chute. Donc encore de gros progrès à faire dans ce domaine. Concernant les bonnes pratiques, on a un premier exemple avec des accès vers des différents niveaux d'échafaudage, par l'utilisation de tours d'accès à gauche ou d'escaliers à droite, et ce qui permet un gain de temps et un confort de travail. Il n'y a plus de trappe à soulever. Les salariés peuvent transporter de manière très aisée leur petit matériel et les outils. Donc là, un gain très important en termes de productivité et de sécurité. Un autre exemple, c'est l'utilisation de plateformes de travail pour les opérations dont je parlais tout à l'heure, le vissage, l'assemblage, toutes les opérations, clouage, toutes les opérations qui nécessitent d'avoir les deux mains qui utilisent un outil. Vous imaginez bien que quand on doit lâcher les deux mains et qu'on est sur une échelle, un barreau d'échelle, ou sur un escabeau de fortune, les risques sont très importants. C'est des postures très contraignantes avec les risques de chute de hauteur. Un exemple d'échafaudage de pied, on peut noter notamment que c'est un échafaudage à montage et démontage en sécurité à partir du niveau inférieur. Et également, en termes de bonnes pratiques, on n'a pas oublié d'élargir la plateforme en bas de pente pour les travaux au niveau de la toiture. Un autre exemple de bonne pratique, c'est la mise en place des échafaudages périphériques avant la pose des éléments préfabriqués. Donc, sur ces trois exemples, c'est le principe qu'a adopté l'entreprise. Ça nécessite bien sûr une préparation en amont du bureau d'études. Il faut que les services de transport et logistique livrent le matériel suffisamment tôt sur le chantier avant la livraison des préfabs. Mais ça assure un gain de temps lors du montage
et bien sûr une sécurité et une ergonomie de travail. Concernant des garde-corps périphériques, eh bien, on voit un exemple sur la photo de gauche d'un panneau de CLT préfabriqué avec des garde-corps qui sont mis en place préalablement à la pose. Et à droite, des garde-corps périphériques avec potelets et lisses et sous-lisses. Enfin, comme on le disait tout à l'heure, vis-à-vis de l'utilisation trop souvent d'échelles ou d'escabeaux de fortune, il faut développer l'utilisation des PIRL, les plateformes individuelles roulantes légères. Il y en a un grand choix. On peut trouver des équipements légers, adaptés aux travaux à réaliser, réglables en hauteur, comme on le voit sur cette photo. Et il faut trouver les bons matériels en accord avec les salariés. C'est un travail à réaliser pour améliorer les choses dans le domaine des travaux de moyenne hauteur. Un dernier exemple, c'est l'utilisation de tirants poussants pour assurer la stabilité des panneaux Saturbois lors de la pose. Si on parle maintenant de la gestion des flux, donc nos constats concernant cet item-là. Donc, dans les points positifs, nous avons noté qu'en atelier, on avait souvent l'utilisation de chariots élévateurs ou manuscopiques dans 90% des cas. Très surprenant. Une aire de stockage spécifique dans 80% des cas. La formation à la conduite des engins de manutention et de levage avec des autorisations de conduite assez souvent, 8 fois sur 10 environ. Et une adéquation entre les charges et puis les véhicules en termes d'arrimage. Pour ce qui est des points à améliorer, donc on a noté qu'il y avait une carence un petit peu de pont roulant qui était présent que dans un cas sur 2 et peu utilisé pour les chargements et déchargements, 1 fois sur 4 uniquement. Une utilisation majoritaire de transpalettes manuelles dans 45%, mais peu d'aides mécanisées au niveau de l'atelier. Et enfin, souvent, une absence de protocole de sécurité pour les livraisons en atelier et sur chantier dans 15 à 20% des cas seulement. Et pour finir, d'ailleurs, une sous-utilisation de grues sur chantier. 64% seulement des chantiers sont équipés de grues ou de manuscopiques dans 33% des cas. Donc, comme bonne pratique, ce qu'on a pu noter, c'était quand même la présence de ponts roulants. Là, en l'occurrence, c'est un exemple d'un pont roulant qui permet de desservir l'intégralité des surfaces ateliers, y compris zone de chargement qui peut être située à l'extérieur pour faciliter un petit peu les flux. Donc, l'utilisation de chariots à chargement latéral pour le chargement des panneaux et puis des profilés en bois de grande longueur qu'on trouve assez souvent. Des exemples ici pour tout ce qui peut toucher aux troubles musculo-squelettiques. Encore une fois, on a un petit chariot tracteur-pousseur qui est en haut, qui sert pour le déplacement de chariots sur lequel sont transportés les matériaux en atelier, ou un petit robot de pose avec un système à ventouse pour la manipulation des vitrages ou des menuiseries extérieures qu'on vient incorporer dans les panneaux, des panneaux préfabriqués. Et enfin, donc une problématique qu'on trouve très souvent, qui concerne tout ce qui est élingage, désélingage des panneaux. Donc là, une bonne pratique mise en place par l'entreprise au niveau de l'atelier, donc au niveau de l'installation des élingues, où là, le salarié vient opérer en hauteur en utilisant une petite plateforme élévatrice mobile de personnel pour faire tout ça en parfaite sécurité. Ici, un rack de stockage. Donc là, on va dire, on est un petit peu sur la notion de performance, là encore, puisque ce type de chariot permet au porteur de partir assez rapidement. Donc, il pose l'intégralité de son chargement en une seule fois, il le pose sur béquille et ça lui permet de repartir assez rapidement du chantier. Un exemple
de crochets radiocommandés, alors qu'on voit rarement sur les chantiers, et on a pu le voir quand même 2-3 fois à divers endroits. Donc, qui permettent de faire ces opérations de dézélingage, en l'occurrence, de manière sécurisée, puisqu'on n'a plus à monter pour aller chercher le crochet de la grue et qu'on peut le faire à distance. Donc, on a voulu préciser comme ordre d'idée que 2 crochets comme cela, plus une radiocommande, ça avait un ordre de prix d'environ 4 500 à 6 000 €. Ici, un exemple de palonnier de levage destiné à répartir la charge convenablement pour l'opération de levage d'un module 3D. Bon, c'est une bonne pratique de levage, et puis on peut aussi dériver sur le fait que préfabriquer des modules complets comme celui qu'on voit à gauche permet aussi d'isoler des postes de travail en atelier plutôt qu'en extérieur, souvent dans de bien meilleures conditions de réalisation que sur chantier. Donc c'est intéressant, parce que là sur le chantier, en l'occurrence, on a des gains de temps de réalisation des opérations qui sont conséquents. Et puis, pour terminer, un bon exemple d'utilisation d'une grue à montage automatique en début de chantier. On voit qu'on a en parallèle un montage d'échafaudage de plein pied, un montage des montages en sécurité en périphérie d'opération pour commencer à monter les murs préfabriqués. Alors, j'ai une question peut-être avant d'aborder le sujet suivant. J'ai une question de Monsieur Arouzet qui dit quid de l'utilisation de lisses de protection collective en bois? Ne faut-il pas privilégier les lisses en métal? Votre avis? Alors, effectivement, les protections collectives contre le risque de chute de hauteur sont normées dans la construction. Donc, si on veut éviter des dérives qu'on peut avoir facilement sur les chantiers avec l'utilisation de matériel en bois, vaut mieux passer par du matériel normé métallique. Après, les planches en bois, il y a possibilité de les utiliser, elles doivent répondre à une certaine spécification. Malgré tout, on a souvent des dérives avec ces matériels-là qui, pour être efficaces, doivent être installés de manière correcte, avec un nombre de potelets suffisant, souvent avec des planches qui doivent être clouées, et bien souvent ce n'est pas le cas. Et on a en plus potentiellement des vieillissements des planches en bois, de matériel en bois qu'on peut avoir sur les chantiers avec les intempéries, soleil, pluie alternés. Ça fait souvent mauvais ménage. Voilà ce que je peux en dire rapidement. Ok, merci. On peut passer à la suite. Alors, on aborde ici le dernier point de notre diagnostic réalisé en entreprise dans le cadre de l'action régionale. C'est le point sur l'organisation en prévention. Ce qu'on constate en point positif, c'est que le document unique existe dans quasiment toutes les entreprises. Il identifie certains risques de manière assez précise. Les troubles musculo-squelettiques sont identifiés dans le document, les risques machines, les risques liés aux poussières de bois. En termes également de formation à la sécurité, on a noté que beaucoup d'entreprises formaient leurs salariés. Je pense notamment au montage et démontage des échafaudages ou à la formation à la conduite d'engins de levage ou de manutention, avec l'obtention, par exemple, du CASTES et d'une autorisation de conduite. Par contre, les points sont améliorés. La pertinence du document unique peut être mise en exergue dans pas mal de cas. Dans 28% des entreprises, le risque chute de hauteur n'apparaissait pas, ce qui semble assez curieux pour l'activité de construction bois. Et 38% des documents uniques n'étaient pas adossés à un plan d'action. Donc, on rappelle que l'évaluation des risques, c'est important, mais que son résultat doit faire l'objet d'un plan d'action annuel de réduction des risques. De même, les démarches d'analyse d'accidents sont perfectibles en entreprise. Souvent, quand elles sont faites de manière informelle. Alors, quelques idées de bonnes pratiques discutées en entreprise ou sur le terrain. Par exemple, des opérateurs polyvalents qui
qui taillent à l'atelier, donc ils font les préfabs et qui posent également leurs préfabs sur chantier. Donc ça dépend aussi de l'organisation de l'entreprise, de sa taille, etc. On a eu un cas aussi du chef d'atelier qui vient les premiers jours lors du montage des préfabs qu'il a réalisés. Donc, il vient aider sur chantier pour la mise en route. On peut citer également la réalisation de plans de montage avec des repérages, ce qui permet de faire de calculer les bons moyens de levage en amont, de réfléchir aux ordres de transfert et de transport des éléments préfabriqués, et à l'ordre également de montage sur chantier. En termes de bonnes pratiques en formation accompagnement, la CARSAT a signé une convention régionale avec l'OPP-BTP pour promouvoir leur formation. Donc, des formations accompagnement du dirigeant sur la stratégie, formation encadrement sur la prévention dans l'entreprise et formation chef d'équipe. 3 entreprises de notre programme régional ont été suivies par l'OPP et nous avons là le retour de 2 chefs d'entreprise qui nous disent, par exemple, de l'importance d'inclure le chef d'entreprise dès le début de la formation, que c'est enrichissant de pouvoir être formé dans le cadre d'une formation inter-entreprise avec l'enrichissement mutuel des entreprises. Ça permet de structurer, de porter un cadre, d'apporter une culture sécurité, avec le petit bémol qu'on se rend compte assez vite, les entreprises se rendent compte assez vite, qu'il va falloir perdurer sur le long terme. Donc, il faut mettre en place une dynamique d'entreprise. Et suite à cette formation, ce n'est pas encore gagné, il faut maintenir la dynamique. Malgré tout, à court terme, ils ont perçu une évolution sur leurs équipes, avec moins de contre-argumentation sur l'utilisation des équipements de travail. Et également, la formation a bien posé l'importance de concevoir la sécurité en amont, à la conception, pour prévoir les bons matériels et équipements de levage et pour le montage. Alors, j'ai une question avant d'aborder le sujet suivant, plus un commentaire de Monsieur Abel qui dit que pour la sécurité sur chantier, pour les travaux de couverture, la grosse difficulté est de sécuriser les bords de toiture en rive. L'échafaudage est facile en égout bas de pente. Les consoles de sécurité de bord de toiture en rive sont rares et très chères. Il serait intéressant de faire un retour des bonnes pratiques des éléments existants et obtenir des aides conséquentes pour ce matériel. Je suis convaincue que 80% des couvreurs n'échafaudent pas les rives. Voilà, un commentaire auquel vous pourrez peut-être répondre avec le sujet suivant d'ailleurs sur les aides. Oui, ça tombe bien. Donc, le constat que fait ce monsieur, oui, il y a besoin de mettre en place des protections collectives, puisque il peut y avoir des difficultés, mais nous, ce qu'on sait en tant qu'assureur, c'est que c'est les couvreurs qui payent le plus lourd tribut en termes d'accidents du travail. Et on l'a vu, ils payent aussi, ces entreprises-là sont parmi celles qui payent les taux de cotisation les plus élevés, autour de 9 à 10% de la masse salariale. Donc, c'est loin d'être neutre. Donc, ce coût peut être compensé par l'investissement de matériel en sécurité. Et effectivement, dans ce cadre, la CARSAT met à disposition des entreprises des subventions prévention, des SPTPE, qui s'adressent aux entreprises de moins de 50 salariés et pour lesquelles nous avons indiqué les adresses des sites internet de la CARSAT Rhône-Alpes et de la CARSAT Auvergne, mais dans les autres CARSAT, c'est la même chose, bien sûr. Ça renvoie d'ailleurs sur le site Amélie. Donc, il y a des aides un petit peu dans tous les domaines, notamment pour l'achat d'échafaudage.
un montage et des montages en sécurité, pour des aides à la manutention. Bon, alors, effectivement, le petit bémol, vous voyez, le budget 2021, il a déjà été alloué et était déjà engagé en totalité. Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Ça s'explique en partie par les aides qui ont été allouées, pour les aides Covid qui ont été allouées en 2020, début 2021, qui ont perturbé, je dirais, la programmation et l'allocation budgétaire. Sachez que ces aides seront renouvelées en 2022. Donc, cette démarche de CARSAT d'aide financière perdurera. Et notamment en Rhône-Alpes, la subvention prévention TPE régionale, qui est adossée à notre action régionale construction bois et qui permet de financer des formations, l'amélioration des protections des machines, des aides à la manutention en atelier ou sur chantier, mise en place de réseaux haute dépression pour l'outillage portatif, des aides au levage et à la manutention, etc. Pour les chantiers et pour les ateliers. Donc, encore une fois, le budget est engagé, mais pour cette SPTPE régionale, elle était prévue normalement d'être valable jusqu'en septembre 2022. Il y a une question qu'on peut peut-être prendre maintenant. Je vais donner la parole à Madame Beaupertuis. Oui, bonjour. On vous entend. Oui, c'est bon. Bonjour. Donc, Hélène Beaupertuis, moi, je suis chargée de prévention dans une entreprise de charpente couverture en Guadeloupe. Donc là, je vous suis de Guadeloupe. Il est 6h48. Et voilà. Non, mais je suis contente pour une fois qu'il y a un webinaire en milieu de journée pour vous. Au moins, on peut suivre. Je voulais rebondir suite à l'intervention du monsieur dont j'ai oublié le nom tout à l'heure qui parlait de la difficulté de mettre des garde-corps en pignon, enfin en rive. Ça, c'est un problème auquel nous, on est très exposés parce qu'ici, on a des conditions de contrôle qui sont très, très, très sévères, contrairement à ce qu'on pourrait croire sur des a priori. On est régulièrement contrôlés. Nous, les fermetures de chantier, c'est tous les jours. Donc, on a été obligé de créer notre propre système de garde-corps pour pouvoir accrocher les pieds de potelet au travers des bandeaux. Et c'est comme ça qu'on réussit à avoir une protection efficace en rive. Voilà. Merci. OK. Merci pour votre commentaire. Merci. Donc, je continue sur les aides financières et cette fois-ci, c'est sur la partie contrat de prévention. Donc, sur les contrats de prévention, ça s'adresse à des entreprises de moins de 200 salariés et il faut que ce soit adossé à une CNO, une Convention nationale d'objectifs. À l'heure actuelle, il y a une CNO active, la BB 018, pour les activités du bâtiment, ce qui permet aux entreprises de postes de charpente et de postes de menuiserie extérieure de pouvoir solliciter un contrat de prévention et donc aboutir peut-être à une aide financière. Dans les activités d'atelier, construction bois, je pense à des menuiseries, bénisteries, emballage, scierie, charpente. Il y a une CNO qui est prévue d'être signée, mais elle ne l'a toujours pas été à ma connaissance. La seule organisation qui a signé pour moi, c'est l'ameublement français, pour lequel donc il y a bien une CNO. Donc je vous renvoie au site internet. Sachez qu'on est en budget contraint, donc on a revu à la baisse les plafonds de ces aides qui, cette année, sont déjà bien saturés, mais qui seront renouvelés, bien sûr, qui existeront encore l'année prochaine. Pour terminer, on voulait présenter un exemple de contrat de prévention qui a été réalisé dans l'entreprise NGO Saturbois. Donc, Monsieur Monod, qui est le directeur de l'entreprise, s'excuse. Nous l'excusons pour son absence. Il n'a pas pu participer pour une raison impérative. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous rapprocher un peu du micro? Oui.
Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Oui, donc je vous présente juste un petit retour d'expérience d'un contrat de prévention qui a été mené dans l'entreprise MJ Ossature-Bois. Donc, je dis que le directeur, M. Monod, s'excuse de pouvoir être présent. Il a eu un empêchement de dernière minute impératif pour lui. Donc, je vais simplement vous exposer un petit peu le contexte. Donc, c'est une entreprise que nous avons abordée dans le cadre de notre programme Construction Bois. Il se trouve donc, c'est une entreprise qui date de 2011, qui a été créée en 2011. Initialement, un seul salarié. L'effectif a cru jusqu'à 12 salariés récemment, donc avec un développement important. Et il se trouve que l'atelier qui était existant de 500 mètres carrés de surface devenait exigu et ça posait vraiment des problèmes de fluidité pour les flux de matière et puis de prévention, puisque les gens se marchaient un petit peu dessus. Et puis, il y avait une réflexion aussi également sur l'automatisation de certaines tâches pour soulager les salariés pour le transport des pièces de bois de forte section et de grande taille en particulier. Donc, le projet, c'était de partir sur une construction d'un bâtiment neuf, donc une surface de 1700 mètres carrés, donc une surface qui a été triplée par le biais de ce projet-là. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que le contrat de prévention a, entre autres, permis de financer les ponts roulants. Donc, on a 2 ponts roulants dans l'entreprise que l'on voit ici. On a une fosse de bardage qu'on voyait en position centrale, qu'on a fait un petit zoom ici. Donc, une fosse qui a été laissée dans la dalle de manière à pouvoir incorporer un dispositif qui permet de mettre à niveau les panneaux d'ossature afin que les salariés puissent travailler toujours à hauteur avec un système de protection efficace contre le risque de chute dans la fosse que vous pouvez voir en périphérie. Un système également pour la stabilisation des panneaux qui est relativement ingénieux, assez simple à mettre en œuvre quand on est au niveau de la construction. Donc l'incorporation de réservations dans le sol dans lequel on peut venir planter des espèces de potelets pour faire une sorte de portefeuille dans lequel on vient installer les panneaux en bois pour les stabiliser correctement. Ici, une petite vue de l'atelier. Donc, on retrouve des surfaces de travail qui sont quand même agréables entre les machines. Donc, un réseau d'aspiration des poussières de bois que nous avons financé également en partie. Avec là, une chose que nous n'avons pas financée, mais que l'entreprise a pris l'initiative de faire de sa propre chef. Peut-être que la subvention de la CARSAT a permis ça également en parallèle. Donc, l'installation de registres automatiques d'ouverture et de fermeture des installations de ventilation pour le captage des poussières sur les différentes machines avec un système d'asservissement à leur fonctionnement. Et puis, pour terminer, sur le risque de chute de hauteur, nous avions, dans le cadre de notre programme construction bois régional, signifier à l'entreprise que ça serait bien de progresser sur les chutes de hauteur sur chantier. Donc, l'entreprise a choisi d'investir dans un rack de stockage et un rack d'échafaudage qu'on peut transporter sur chantier de manière efficace et propre. Donc, un échafaudage, toujours un montage-démontage en sécurité, MDS. Donc, le chef d'entreprise est quand même globalement satisfait de la prestation et il y a d'ailleurs plusieurs articles qui sont parus pour commenter un petit peu ce déménagement avec les aides de la CARSAT. Pour terminer, on vous a remis une petite liste de documents qui peuvent vous être utiles en termes de prévention, donc des documents de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, donc mon métier, charpentier-menuisier, un guide sur les bonnes pratiques en deuxième transformation sur les poussières de bois, un guide sur l'installation d'aspiration de poussière pour les machines à bois portatives et pour le nettoyage, un document de l'OPP-BTP qui est assez complet, sur lequel on s'est un petit peu basé pour formater notre subvention de prévention TPE construction bois, dont on a des exemplaires d'ailleurs en stock. Je ne sais pas si c'est le moment de le dire, mais on pourrait toujours en envoyer à ceux qui le veulent. Et puis enfin, un guide de sécurité des machines à bois où on trouve pas mal d'exemples
de protecteurs à installer sur les machines qui sont souvent avec des brevets qui sont libres, donc on peut les acheter et les reproduire assez simplement. Enfin, le remerciement à toutes les entreprises qui ont accepté la diffusion des photos que vous avez pu voir par le biais de ce webinaire. Donc, Charpente Contemporaine, Charpente Nicodex, Dumonté, Maison Eau et Soleil, Groupe Minot, Lignatech, Louis Dunoyer, MJ Ossature Bois, Ossabois, Structure Bois, Technique d'Agencement et Techniwood. Voilà, nous vous remercions. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bravo, vous avez respecté le timing. C'était pas évident. En plus, on a pu prendre quelques questions, mais peut-être que vous avez des questions à poser. Donc, je vous laisse soit lever la main, je vous donne la parole, ou alors les poser. Vous pouvez les poser sur le chat. On va attendre un petit peu. S'il n'y a pas de questions, on arrêtera là. En attendant, tant qu'il n'y a pas de questions, je voulais, au nom de la CARSAT Rhône-Alpes, remercier Fibois Aura pour la mise en place de ce webinaire. C'est une première pour nous, hein, et remercier particulièrement Bénédicte Muller pour le travail qu'on a réalisé ensemble, et Marinette Feuillade également, qui est la responsable Fibois Aura. Puis également, oui, remercier, vous avez déjà remercié les partenaires qui ont relayé l'événement. Écoutez, voilà, il n'y a pas de questions particulières, des remerciements. Donc, merci pour votre intervention. On mettra le webinaire en replay sur les sites, en tout cas au moins sur le site de Fibois Aura, peut-être sur d'autres sites, mais on vous tiendra au courant par mail. Et puis, écoutez, on vous enverra un petit questionnaire cet après-midi si vous avez 2 minutes pour répondre, pour pouvoir améliorer nos pratiques. Merci beaucoup et bon appétit à tous. Merci. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir.